Nouvelle édition du QG News, bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de ce journal. Nouveau sommet de la CEDEAO sur la crise nigérienne. Une rencontre ce 10 août de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest alors que l'ultimatum de l'organisation a expiré et que la junte campe sur ses positions. La CEDEAO dit n'écarter aucune option. Une nouvelle constitution Centrafrique, le texte controversé qui a été approuvé par référendum ouvre la porte à un nouveau mandat du président Faustin Archange Touadéra que l'opposition accuse de vouloir rester président à vie. Le Libéria met le cap sur la construction navale. Le pays ambitionne de participer à l'augmentation de la flotte mondiale. Création au Niger d'un conseil de la résistance pour la République, annonce faite ce mardi par le ministre Rissa Agboula. Ce mouvement est destiné à rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions après avoir été renversé le 26 juillet dernier suite à un coup d'État. Le mouvement baptisé donc Conseil de la résistance pour la République a déclaré son intention de soutenir les efforts de la communauté internationale visant à restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Les dirigeants de la CEDEAO se réuniront demain jeudi à Abuja au Nigeria pour un sommet extraordinaire. Une nouvelle réunion de crise sur la situation au Niger. L'annonce de cette rencontre intervient après l'expiration de l'ultimatum posé par l'organisation ouest-africaine à la junte en place au Niger, menacée d'une intervention militaire si elle ne rétablit pas le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Alors sans exclure une intervention militaire, le chef de l'État du Nigeria, Bola Tinubu, également président en exercice de la CEDEAO, mise toujours sur une solution négociée. Corinne Kamsefen. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, se réunira ce 10 août 2023 à Abuja au Nigeria, en sommet extraordinaire pour tabler sur le cas du Niger. Alors que les militaires dictent toujours la loi après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum, en date du 26 juillet, cette rencontre de la CEDEAO, la deuxième depuis le coup d'État, intervient après des missions infructueuses des délégations de l'organisation régionale au Niger et l'expiration de l'ultimatum. En date du 30 juillet, la CEDEAO avait en effet donné un ultimatum de 7 jours aux autorités militaires conduites par le général Tchiani pour restituer le pouvoir au président Bazoum et le retour à l'ordre constitutionnel. Sinon, elle pourrait être contrainte d'intervenir militairement. L'option militaire devient de plus en plus difficile à opérer pour la CEDEAO. Pourquoi je dis cela? Parce que la CEDEAO a mis la charrue avant les bœufs en prônant l'option militaire au lieu de mettre l'accent sur le dialogue. Cela fait un. Deuxièmement, en faisant cela, la CEDEAO a créé dans la sous-région, les populations ont eu une sympathie pour le Niger. Parce que c'est quoi? Lorsque tu opprimes le faible, tu fais de telle sorte que les autres soutiennent le faible contre le fort. Et troisièmement, la CEDEAO risque de s'éclater parce qu'elle n'a jamais eu ou elle n'a jamais pris la latitude de pouvoir constituer une force pour lutter contre le terrorisme au Burkina, au Niger et au Mali, qu'aujourd'hui elle se met en défenseur de la démocratie. Selon la télévision nationale du Niger, les communautés étrangères qui vivent dans ce pays et issues des pays de la CEDEAO ont manifesté leur opposition à une intervention militaire telle que suggérée par la CEDEAO. De même, le Sénat nigérian s'est désolidarisé de toute intervention militaire au Niger. Dans une tournée de remerciements aux autorités maliennes et burkinabées solidaires du coup d'État contre le président Bazoum, des officiers supérieurs nigériens rassurent du soutien de ces deux pays si jamais la CEDEAO mettait sa menace en exécution. Un certain nombre de pays de la CEDEAO ont décidé d'appliquer des mesures sévères de sanctions contre le Niger. Mais en plus de ces sanctions, il est question d'une intervention militaire. Et au cours de nos échanges, nous avons parlé précisément de cette situation parce que nous ne souhaiterions pas que le Niger devienne une nouvelle Libye. Et nous allons conjuguer nos efforts pour que cette situation n'arrive pas. En coordination avec nos frères du Burkina Faso, nous avons décidé d'entreprendre un certain nombre d'activités pour pouvoir faire face à la situation pour sécuriser nos populations et pour sécuriser nos deux pays.
À l'issue du premier sommet extraordinaire sur la situation au Niger, la CEDEAO avait annoncé une série de 9 sanctions à fort impact économique, dont la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre ses pays membres et le Niger, la suspension des transactions commerciales, le gel des avoirs à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest avant l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Les autorités militaires du Niger ont quant à elles fermé leur espace aérien le 6 août et nommé plusieurs responsables dans la haute administration, dont un Premier ministre en la personne de Ali Mahaman Lamine Zeyn. L'actualité également marquée par le décès ce mardi 8 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire, de Gaston Ouessenon-Koné, vice-président du PDCI-RDA. Gaston Ouessenon-Koné, plusieurs fois ministre, il a également tenté de se porter candidat à l'élection présidentielle. C'était en 2000. Sa candidature avait été rejetée par la Cour suprême. Son décès survient une semaine après celui de l'ancien chef de l'État Henri Konan Bédié, qui présidait le PDCI depuis 1994. Adoption en Centrafrique de la nouvelle constitution dont l'issue faisait peu de doute. Le référendum avait été boycotté par les principaux partis d'opposition. Cette nouvelle loi fondamentale qui supprime la limite du nombre de mandats présidentiels et qui prévoit leur allongement de 5 à 7 ans va permettre au chef de l'État Faustin Archange Touadéra, que l'opposition accuse de vouloir rester président à vie, de briguer un 3e mandat en 2025. Samantha Saberou Saboubanga. L'approbation de la nouvelle constitution en Centrafrique va permettre un 3e mandat du président Faustin Archange Touadéra. Lors du scrutin du 30 juillet 2023, les électeurs ont voté à 95,27% en faveur du oui, contre 4,73% pour le non, a déclaré lundi 7 juillet le président de l'autorité nationale des élections. Je crois que Touadéra surfe sur le fait que les populations de son pays ne veulent plus de guerre. Pour imposer, comme dans un package établi là où Wagner passe, de changer la constitution, de se mettre en mal avec des médias étrangers et de bâillonner le peuple pour ne faire entendre que les voix de ceux qui sont en leur faveur. Donc, obéissant à ce package, Touadéra ira jusqu'au bout et l'opposition n'aura que ses larmes pour pleurer. Cette nouvelle loi fondamentale provisoire doit être entérinée par la Cour constitutionnelle chargée de solder le contentieux électoral et qui devra également proclamer les résultats définitifs le 27 août. La nouvelle loi fondamentale supprime ainsi la limite du nombre de mandats présidentiels et leur allongement de 5 à 7 ans et exclut les citoyens possédant la double nationalité de la course à la magistrature suprême. Aucun obstacle n'empêche plus le chef de l'État centrafricain de briguer la présidence une 3e fois en 2025. La présence de Wagner aux côtés de Touadéra et dans la capitale sera dissuasive pour les populations que l'opposition ne pourra pas activer. Point de vue développement, non, il n'y en aura pas. La Centrafrique est un pays qui a assez de ressources, mais qui ne se développe pas parce qu'il n'y a que les présidents en place qui s'enrichissent et ne tiennent pas compte de développer leur pays et leur peuple. Voilà. L'opposition qui conteste la nouvelle constitution accuse le président Faustin Archange Touadéra de vouloir rester président à vie. Élu en 2016, Touadéra a été réélu en 2020 à l'issue d'un scrutin perturbé par des groupes armés rebelles et entachés d'accusations de fraude. La croissance devrait dépasser les 4% en Afrique de l'Ouest au terme de cette année d'après les prévisions de la Banque africaine de développement. Des perspectives très optimistes malgré les chocs successifs que connaît la sous-région qui l'an dernier a enregistré un ralentissement de son économie. Mais pour la BAD, la croissance va reprendre. Explication Philomentine. Alors que la sous-région ouest-africaine a connu un ralentissement de sa croissance économique en 2022, se situant à 3,8% contre 4,4% en 2021, les perspectives économiques de la zone pour l'année 2023 sont plutôt prometteuses. Les conclusions du nouveau rapport de la Banque africaine de développement révèlent une légère augmentation de la croissance des économies ouest-africaines qui devrait atteindre 3,9% en 2023 et 4,2% en 2024.
C'est une croissance qui est assez importante, notamment pour les pays d'Afrique de l'Ouest, d'autant qu'on sait que le contexte mondial avec l'épidémie fait qu'aujourd'hui les croissances sont assez molles. Donc je pense que le contexte est intéressant et les perspectives sont intéressantes et les projections aussi seront intéressantes. Donc je pense que, en tout cas, pour se projeter sur 3 à 4% est assez intéressant, en espérant aussi que les années futures avec le retour de la calmie permettra d'avoir encore une meilleure croissance. Selon l'ABAD, la croissance régionale reposerait sur le dynamisme des secteurs de l'agriculture, de l'industrie et des services, entre autres. Cette croissance serait notamment portée par les économies à faible intensité de ressources telles que le Cap-Vert, le Togo, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Bénin, la Gambie et la Côte d'Ivoire, et par quelques autres pays à forte intensité de ressources. Mais le défi majeur pour les économies de l'Afrique de l'Ouest reste surtout le défi de l'inclusivité. Comment faire pour que cette croissance bénéficie à toutes les populations, et aussi le défi de la diversification de l'économie. Comment faire pour que nos économies deviennent de plus en plus résilientes, deviennent de plus en plus industrialisées, afin de diversifier les emplois, afin de permettre aux populations vraiment qui n'ont peut-être pas accès à certains diplômes de pouvoir accéder à des emplois décents et avoir accès à des revenus. Donc je pense que c'est surtout ça les défis sur lesquels on attend nos économies ouest-africaines. Les économies ouest-africaines doivent faire face à d'importants défis. La transformation impulsée par la croissance démographique coïncide avec les effets du changement climatique, mais surtout les crises socio-politiques. L'économie bleue, certains y voient l'avenir du continent. En effet, avec 38 États côtiers et insulaires en Afrique, cette économie est amenée à jouer un rôle essentiel dans la transformation structurelle du continent africain, mais à condition d'y mettre les moyens. Le Libéria est l'un des pays qui tente de se positionner dans cette économie maritime, notamment dans le domaine de la construction navale. Nathalie Moore. 5052 navires battant pavillon libérien naviguent à travers le monde en 2023. Cette statistique rendue publique par l'agence de presse officielle du Libéria révèle que le pays détient désormais le plus grand registre maritime au monde. Les bâtiments libériens représentent désormais 16% de l'ensemble de la flotte mondiale selon des données officielles. Nous avons plus de 5000 navires. Le gouvernement devrait continuer à élargir le registre et offrir aux Libériens la possibilité de se former et donc de travailler dans l'industrie. L'autorité maritime du Libéria a contribué à plus de 30 millions de dollars au budget national en 2023. Espérant d'importantes retombées économiques de son industrie maritime, l'État ouest-africain mise sur des incitations fiscales, mais aussi des lois strictes sur le contenu local pour l'essor du secteur. 80% des diplômés de nos centres de formation nationaux trouveront désormais un emploi dans l'industrie dans différents domaines. La gestion des navires est un domaine dans lequel nous devrions inciter les Libériens à s'impliquer. Nous continuerons à le faire. Le Libéria répond d'une longue histoire de construction maritime. Au milieu du 19e siècle, le pays possédait une flotte de 300 voiliers, exclusivement libériens. Avec une flotte jeune de 12,6 ans en moyenne, le Libéria a renforcé sa réglementation en matière de construction maritime en 2023, fixant à 5 ans les certificats de sécurité de construction assortis de contrôles de fonds obligatoires tous les 18 mois. Retour maintenant sur la fin des championnats d'Afrique de boxe qui se sont tenus à Yaoundé au Cameroun. Des championnats qui ont duré une dizaine de jours. Au classement final, le Maroc prend la tête avec 13 médailles. On retrouve ensuite la République démocratique du Congo et l'Algérie. Le point dans ce reportage de Séverin Doucu. Une victoire camerounaise pour mettre un terme au 20e championnat d'Afrique élite de boxe qui s'est tenu du 26 juillet au 5 août 2023 à Yaoundé. Armé de détermination, le boxeur camerounais Serge Mvogo-Amougou a remporté la médaille d'or dans la catégorie des plus de 92 kg. Il a contraint son adversaire, le Seychellois Agnès Kedji Adams, à l'abandon au début du deuxième round. Moi, si je suis le meilleur et je dois prendre cette médaille d'or. C'était mon objectif premier. Je travaille sur plusieurs bases. Ça dépend de l'adversaire qui est en face. Ouais. La compétition a été largement dominée par les Marocains qui ont remporté au total 13 médailles, dont 8 en or, avec les victoires de Khadija El Mardi, sacrée championne d'Afrique, ou encore celle de l'ancien champion du monde chez les moins de 69 kg, Mohamed Rabi, qui s'est adjugé la médaille d'or des poids super moyens dans la catégorie des moins de 75 kg. Très attendu, Karamba Kébé, boxeur sénégalais,
médaillé d'or au championnat d'Afrique de la zone 2 à Diamniadio en mars 2023, a perdu en finale contre le Nigérian Olaore Adams dans la catégorie des 92 kg. Sur tous les autres combats, il m'a montré qu'il n'était pas mobile, mais je pense qu'avec son entraîneur, ils ont travaillé ça, et c'est ce qui nous a empêché un peu de l'attraper. Je suis pas quelqu'un qui abandonne. Je vais revenir et je me qualifierai pour Tokyo si Dieu veut. C'était un match difficile, je ne sais pas quoi dire aujourd'hui. C'était un adversaire de taille, j'étais supérieur aujourd'hui, voilà. C'est ce que nous sommes venus faire, même s'il y a eu des fois des décisions contestables, mais on prend les choses telles qu'elles viennent. 25 pays ont pris part à cette 20e édition du championnat d'Afrique de boxe. Le Maroc se hisse à la première place avec un total de 13 médailles, dont 8 en or, 2 en argent et 3 en bronze. Le Royaume est suivi par la République démocratique du Congo avec 19 médailles, dont 5 en or, 6 en argent et 4 en bronze. L'Algérie occupe la 3e place avec 7 médailles, dont 4 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Le pays hôte occupe la 4e place avec 10 métaux, dont 2 en or, 2 en argent et 6 en bronze. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.